Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette troisième partie de Ramadan Prime. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le réalisateur Monsieur Jafar Gassem. Bonsoir Monsieur Gassem, Sahaftorek, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Iman, Sahaftorkum et à tous les téléspectateurs de Algérie 24. Marhaba bik. Alors, après avoir parcouru les conflits et les enjeux qui secouent la région, il est temps de changer de temps et de s'immerger dans la richesse culturelle qui fait rayonner notre pays, du théâtre aux séries historiques, en passant par la musique et les arts, découvrant ensemble comment l'Algérie continue de célébrer son patrimoine, sa créativité, même en période du Ramadan. Restez avec nous. Alors nous allons faire un petit tour de table. Monsieur Gassem, vous êtes avec nous. La série Fatma est la série qui a marqué les esprits en ce mois de Ramadan. Les co-chroniqueurs, pouvez-vous nous donner juste une idée sur comment s'est passé le mois de Ramadan avec Fatma? Hajar. Ben oui, ça s'est très bien passé avec Fatma. Donc c'était une série, on va dire, qui nous a offert sur le plan artistique déjà, visuel, une très belle interprétation de notre culture algérienne, de notre identité. Donc, recréer cette atmosphère algérienne, ce beau quartier d'Alger, ou cette belle région d'Alger, la Kasbah, dans un contexte colonial et avec un aspect visuel extraordinaire. Donc ça nous a vraiment plongé dans nos traditions, dans notre identité, dans notre Algérie. Et donc c'était vraiment un pur plaisir de la regarder tout au long de ce mois sacré. Monsieur Jafar Gassem, Fatma a finalement tenu ses promesses. C'était un défi quand même risqué au début du mois de Ramadan. Donc il y a eu quand même une campagne marketing. On attendait vraiment cette série. Et le fait qu'elle ne soit pas diffusée ailleurs, sauf sur Samira TV, ça a quand même donné un bon résultat vu que le public algérien a été conquis par votre série. Je voudrais commencer par une seule question. Comment avez-vous fait le choix de la jeune Ritaj pour Fatma? Dans votre question, il y en a plein de petites questions, j'arrive. Bon, c'est la question qui me tenait à cœur, oui. Comment avez-vous vu justement son potentiel? Bon, déjà, Fatma, c'est l'œuvre en dehors du titre symbolique par rapport à Heritage. Donc, c'était le titre d'une femme algérienne battante de l'époque qui se bat contre les préjugés d'abord et aussi contre... le slogan d'ailleurs, c'est « Sawtun yatahadda samt » par rapport à sa voix, son chant, etc., sa nouba. Donc, elle défie le colonialisme aussi à travers aussi les préjugés des gens qui, à l'époque, c'était presque un tabou que de chanter, que d'exister en tant que jeune prodige de la voix et de la musique andalouse algérienne de l'époque. Après, le choix du personnage, comme de la personne, comme tout le monde, parce qu'il n'y a pas que Fatma, c'est aussi une idée que j'avais. J'avais deux buts dans le casting. C'est d'abord de rafraîchir le casting national, parce que j'ai estimé qu'il était temps de proposer aussi d'autres figures que j'ai vu un petit peu dans les petits théâtres régionaux, dans les universités, dans les vidéos que les gens m'envoyaient. Il y a quand même des pépites, il y a des gens très intéressants à faire découvrir aux téléspectateurs. C'était un défi. C'est pas que... à défaut d'avoir des écoles de formation, il faut le dire, on n'a pas d'école de formation de comédiens.
Donc, c'est les productions qui forment leurs comédiens, c'est du casting sauvage et on découvre des gens autodidactes qui n'ont pas fait, qui n'ont jamais fait ni de théâtre, ni de cinéma. Ils sont là, comme Fatma. Et le choix s'est porté sur elle parce que j'ai vu, elle était très portée par le personnage que j'avais écrit. En Algérie, contrairement au Moyen-Orient, quand on écrit une série, au Moyen-Orient, par exemple, ils écrivent un scénario en fonction d'une star déjà connue. Donc, il y a le star system et des gens existants. Nous, on n'a pas de star system en Algérie. Donc, j'écris d'abord mes personnages et en fonction de ça, on regarde un petit peu quels sont les profils recherchés. Donc, c'est comme ça que Fatma est née, que Ritaj est venu à mon bureau et le casting a duré 3 mois quand même. C'était une production dans une production, donc ça a duré énormément de temps. Les comédiennes et les comédiens sont venus plusieurs fois pour qu'ils aient eu l'accord final de ma part pour qu'on puisse faire le travail de la série. Voilà. Est-ce que ça ne laisse pas finalement plus de liberté quand on n'écrit pas selon un personnage qui existe, dans le cadre du Star System, on écrit selon des scénarios, des personnages, des films, et on écrit selon une personne qui existe déjà, selon les caractéristiques physiques, psychologiques. Mais est-ce que finalement cette liberté de se dire j'écris mon personnage, je lui donne toute la profondeur dont j'ai besoin, et après je trouve quelqu'un qui pourra épouser et qui pourra s'imprégner de rôle, ne laisse pas plus de liberté à vous, créateurs, scénaristes Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant, parce qu'on risque de se tromper. Vous savez, en général, le producteur ou la chaîne, ou aujourd'hui même les annonceurs, ils imposent certains profils parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques, parce qu'ils financent la production. Et donc, ils nous imposent des gens connus, des gens célèbres. Et moi, j'essaye d'être un peu plus libre parce que il est aussi question de la notoriété du réalisateur et de celui qui écrit l'histoire. Plus on a du poids, plus on peut s'imposer. Mais quand on s'impose aussi, c'est un parti pris et c'est un risque. Fatma, c'est un risque. Maryam, c'est un risque. Les autres personnages, c'est pas donné. Et je voulais aussi... justement, par rapport à ça, je voulais donner plus de crédibilité à mon histoire que de montrer des gens incognito au bataillon. C'est-à-dire, même si, quelque part, il y a 2-3 acteurs connus, Kima Slimane Benouari, qui a joué Mohamed, ou la Khdaouj, donc Houria Behloul, qui est connu au cinéma, au théâtre, mais ils ne sont pas très consommés à la télévision. Donc, à travers eux, il y avait toute une panoplie d'acteurs et d'actrices qui sont nouveaux. Et à travers eux, il fallait crédibiliser l'histoire, il fallait qu'on y croie à cette histoire. Voilà. La série, Monsieur Gassem, la série met en lumière notre patrimoine culturel, donc du musée du Bardo au palais Ahmed Bey de Constantine, et célèbre la musique algérienne classique avec la voix de Lila Boursali, Lamia Aitamara, et notamment la jeune Ismahan Minasser qui a une voix qui est formidable. Parlez-nous de ces collaborations qui ont quand même donné une touche particulière à la série. Fatma est une série quand même assez complexe. Et donc, il y a eu tout un travail de toute une équipe de tout genre, c'est-à-dire genre musical. On avait Lila Boursali qui nous a conseillé le tournage. On avait aussi d'autres personnages, la recherche historique, aussi les manuels. Ma sœur Mira ayant écrit l'histoire de Fatma depuis son inspiration de son beau-père Feu Belkacem Babassi. Et donc, elle a commencé à écrire cette histoire. Après, moi, je suis venu en 2024. On a créé l'atelier, on a constitué un atelier d'écriture pour avoir écrit d'abord le scénario, parce qu'il y a l'histoire, et après l'adaptation de l'histoire en scénario. Et donc, ça nous a pris énormément de temps. Et quand on a vu le scénario et comment dirais-je, l'ambition du projet, on était obligé de s'entourer des gens spécialisés. Moi, je ne suis pas connaisseur en Nouba. Et donc, il fallait ramener des gens spécialisés par rapport à ça. Donc, faire une séquence de Zahra qui chante une Nouba ou Fatma, avec tout ce visuel, il fallait des gens spécialisés chacun dans leur domaine. Pour moi, c'était autant difficile de faire une séquence de chant
qui doit être crédible que de faire une séquence d'action dans les rues de la Casbah, etc. Après, il y a aussi, c'est vrai, vous avez parlé du Bardo, du palais de Mohamed El Constantine, il y avait aussi le palais Boulkine de Hussein Dey, on a sillonné, il y a aussi Sidi Faraj, les petits douérat, les petites douérat au port d'Alger, port de Sidi Faraj, où on a restauré un petit peu les maisons qu'il y avait là-bas dans le quartier corsaire. Il y a aussi le quartier de la Casbah qu'on a construit. On a construit un studio pour avoir fait cette série. Donc, tout ça fait qu'on a, justement, pour les décors, il y avait quand même des décorateurs comme Friel, ici à Khan, etc. Donc, il fallait que je m'entoure des gens compétents pour réaliser cette œuvre. Ce n'était pas évident, mais voilà, il fallait le faire. Justement, Iman, si je Oui, allez-y, Hadia. si je peux intervenir, donc Jafar, vous avez réalisé quand même la série dans un contexte historique et artistique à la fois. Donc la frontière entre cet aspect de la réalité documentaire et puis cette liberté fictionnelle, donc n'est pas évidente et n'est pas très simple. Surtout que la série est remplie de symboles de notre histoire, comme on disait tout à l'heure, donc la musique andalouse, les traditions, une beauté au milieu de tout ça. En fait, dans notre histoire douloureuse, je voulais l'embellir. Et c'est le rôle du réalisateur. Quand je vois les séries du Moyen-Orient ou en Turquie, Harim Sultan ou la Bab al-Hara, moi je suis jaloux de mon pays. Je me dis, on a tellement de belles traditions, on a tellement une belle histoire qu'il faut la mettre en avant. Et il n'y a pas mieux que de raconter une vraie histoire par de la fiction. Pour moi, la fiction réécrit même l'histoire. Donc la fiction, elle est très importante. C'est le fil conducteur. Fatma est le fil conducteur. C'est la fiction, c'est-à-dire c'est l'irréel. Mais dans un monde vrai, dans un monde de colonisation rude, un monde difficile où il y avait de la résistance, les premières poches de résistance, un monde où il y avait certains messages politiques, par exemple, enfin des messages même coloniaux. Par exemple, la reconversion de la mosquée Ketchawa en église Saint-Philippe en 1832. Donc, on en a fait un épisode, enfin, dans un des épisodes. Et il y a pas mal de choses comme ça qu'on a réussi à retranscrire, mais grâce à la fiction. Ramiz Mouchi, est-ce que vous avez suivi la série Fatma? Et donnez-nous votre avis du plus jeune de la table, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on dit à chaque semaine. Oui, j'ai vu quand je pouvais voir parce que c'était disponible uniquement à la télévision sur Samira TV. Donc quand j'étais chez mes parents, je pouvais la voir. Et puis voilà, de temps en temps, on peut voir. Merci aux parents. Voilà, merci aux parents parce que à la maison, c'est ce qu'on regarde après le ftor. Et quand je suis pas à Constantine, c'est d'ailleurs là où j'habite. J'ai reconnu le palais ainsi que le théâtre aussi, je crois. Oui, le théâtre, oui, qui est très très beau. Oui, le théâtre de Constantine, Mohamed Taha Al-Farghani. Donc, j'ai suivi et j'ai trouvé justement que c'était une œuvre ou une série un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir pendant Ramadan, que ce soit sur la partie drame et tout ça, où on n'avait pas l'habitude d'avoir justement des séries dans lesquelles il y avait une histoire qui avait un rapport avec l'Algérie, avec la colonisation, avec la résistance. Parce qu'il y a de la résistance dans cette série. J'ai aimé les dialogues, j'ai adoré les dialogues. L'Algérien, la manière dont s'exprimait Fatma et tous les autres personnages, ça rappelait justement, ça poussait justement à être dans la série, à voir un peu à quoi ça ressemblait l'Algérie pendant cette période-là. 1830, 40, etc., où on avait un certain lexique ou un certain dialecte qui est un peu peut-être qui ressemble beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui, mais sans les mots peut-être qui ont enrichi un peu la Dalja que nous avons. Exactement. On a utilisé quelques notions, quelques mots d'époque. On a fait de la recherche, mais on ne voulait pas aller au-delà parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il y avait des expressions. Comment ça s'est fait justement, cette recherche par rapport au dialogue? Donc, comment avez-vous pu reconstituer le dialogue d'autant? Déjà, la première problématique, je dirais pas problématique, c'est le défi, c'est que j'avais des acteurs et des actrices qui viennent de toute l'Algérie. Exactement. D'accord. Donc déjà, il fallait unifier ce langage. Beaucoup de exactement. coaching, j'imagine. Beaucoup de coaching, beaucoup de direction d'acteurs. Houria Bahloul qui jouait Daoud, vient de Batna. Mohamed, son frère, vient de Sétif. Fatma, elle est de Chlef. Ali, il est kabyle.
Ali Kabyle, voilà. Mariam, elle est de Mostaganem. L'autre, Zahra, elle est de Médéa. Tamer, donc. Fethi Nouri est de Annaba. Et le Cheikh Mansour, l'imam, est de Soukharas. Donc voilà, l'Algérie et pour cosmopolite. dire que la révolution nationale a été vraiment faite par tous les Algériens. C'est ça. Et puis les gens ont tendance. En fait, on n'a ressenti aucun accent. Et tant mieux. Et les gens ont tendance à croire que la Casbah c'est des Algérois. Mais les Algérois viennent d'où? Ils viennent de Djidjil, de Biskra, de la Kabylie. Ils viennent d'un peu partout. Et voilà. Et après, pour le travail de recherche, c'est bien sûr Mira et son équipe qui avaient vraiment épluché les documents et les archives, etc. pour trouver, par exemple, moi je ne savais pas que la cuisine s'appelait Khiyama ou la caserne, etc. Donc on a utilisé quelques mots pour un petit clin d'œil de certains langages d'époque, mais on a gardé le langage actuel parce que le film est destiné à une société d'aujourd'hui, à des jeunes d'aujourd'hui. D'ailleurs, le défi, c'est d'avoir raconté cette histoire pour un public algérien qui n'a pas vécu ça et qui peut-être ne se retrouve pas. Il faut vraiment lui montrer une partie de notre histoire à travers la fiction. Justement, vous avez utilisé, vous avez mis en scène, j'ai envie de dire, les scènes du marché à l'époque, les tenues traditionnelles, donc la fameuse... Qu'on a conçue. Vous avez conçu justement la fameuse frimla, on appelle ça comme ça, le petit boléro là. Ah, ça il faut pas le dire. Moi c'est le kaftan algérien, où on a beaucoup vu le hayek, les gâteaux traditionnels, le fameux makrout là qui est bien mis en valeur. Donc voilà, il y avait beaucoup de détails vraiment avec soin qui ont permis justement à un public et notamment aux plus jeunes de peut-être découvrir les traditions qui n'ont jamais eu l'occasion de voir auparavant à la télévision. Donc c'est vraiment un travail qui a permis de médiatiser un peu le patrimoine culturel algérien. Oui, moi je trouve qu'il est très important de connaître son histoire, ses traditions. Moi je dis que les Occidentaux et l'ex-pays colonisateur comme la France, dans les manuels scolaires, on dit qu'ils viennent civiliser l'Algérie. Et moi, je voulais montrer l'inverse. Je voulais montrer que l'Algérie est un pays qui a ses traditions, qui a mtaqaf, pays cultivé, une société de poètes, une société de nouba, société riche en patrimoine culturel. Et c'est aussi une façon de répondre. Et on ne répond que par l'art. Je pense que c'est la meilleure manière de répondre. Donc il était très important de montrer à travers Fatma notre histoire, malgré les douleurs, malgré la colonisation qui a justement donné beaucoup de peine, mais aussi beaucoup de... ça a créé une Algérie très forte, l'empire colonial français, vous savez, il a à l'époque colonisé presque toute l'Afrique et certains pays. Et quand on voit comment les premières poches de résistance se sont créées avec rien, avec juste un fusil, une baïonnette, je trouve que c'est assez courageux. Et donc c'est ça que je voulais montrer à nos jeunes qui doivent comprendre qu'il faut qu'ils soient fiers de leur pays, de leurs aïeux et de leurs grands-parents. Alors nous allons rester dans l'effervescence culturelle algérienne avec Khatem Dzayir, un spectacle musical qui célèbre et la magie et la richesse et la diversité surtout de nos traditions. Nous allons plonger au cœur de cette création exceptionnelle entre musique, danse et patrimoine. C'est un sujet signé Fella Helaili. Au Théâtre national algérien Mahidine Bechtarzi, la comédie musicale Khatem Dzayir a récemment réuni le public autour d'un spectacle qui mêle théâtre, musique et danse dans une célébration du patrimoine culturel algérien. Produit par l'association culturelle Ahl El Fenn, le spectacle s'inscrit dans une démarche artistique qui vise à mettre en valeur la richesse et la diversité de la culture algérienne. Très émouvant à
La salle était incroyable, le public était présent en force, ceux qui pensaient partir sont restés, ils ont suivi le spectacle jusqu'au bout et ont partagé notre joie sur scène. Nous avons parcouru les régions du pays à travers les costumes traditionnels, la musique et la danse. Tout était là, nous souhaitons vraiment promouvoir le patrimoine algérien dans toute sa richesse et le partager avec tout le monde. Pendant près de 3 heures, le spectacle enchaîne des tableaux musicaux et chorégraphiques inspirés des coutumes, des costumes de chaque région du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par la Kabylie. Khatem Dzaïr, c'est une pièce qui parle beaucoup plus sur la culture algérienne, l'Algérie, le sud, l'ouest, le nord, la Kabylie, l'est. Voilà, on a visité toutes les régions pratiquement de l'Algérie avec ses coutumes et ses traditions. J'ai été très heureuse de participer avec eux. C'est un grand honneur pour moi de faire partie de cette 2e édition. J'ai représenté la région sud de l'Algérie et j'ai chanté une chanson traditionnelle. J'étais ravie de voir qu'ils présentent ce type de spectacle pour mettre en valeur notre culture et la partager avec le public. Les spectateurs ont vibré au rythme des chants et des danses, des scènes comiques applaudissant chaque performance. Khatem Dzaïr, c'est toute une histoire donc qui nous fait, elle nous transporte, elle nous fait un petit voyage à travers la diversité de toute la richesse culturelle de l'Algérie. Et elle porte aussi des enseignements, beaucoup de messages sur l'éducation, sur déjà la richesse du patrimoine algérien et qui donne un aperçu extraordinaire sur d'abord pour la fraternité, pour l'unité un petit peu de notre pays. C'était un excellent spectacle sur tous les plans, sur le plan technique, sur le plan du jeu des jeunes qui ont joué là. En tout cas, c'était magnifique. Voilà. Ils ont vraiment ramené toutes les cultures de l'Algérie. Commencer par le sud, le nord, l'est, l'ouest, la Kabylie. Voilà, donc c'était magnifique. Ce qui m'a marqué, c'est l'histoire de l'Algérie depuis bien avant, jusqu'à maintenant. C'était magnifique, j'ai bien aimé ça et je pense que ce sera en bonne continuation et avec réussite, davantage pour la nouvelle jeunesse là, j'aime bien. Avec Khatem Dzaïr, le public a découvert un spectacle vivant et festif qui célèbre à la fois le théâtre, la musique et les traditions algériennes à travers toutes les régions du pays. Voilà, c'était un sujet signé Fellah Laili. Revenons un peu à Fatma. Alors, Monsieur Jafar Gassim, pouvez-vous nous parler un peu plus du choix, justement, de faire passer Fatma uniquement sur Samira TV et non pas sur les plateformes comme tous les autres produits qu'on nous a proposés ce mois de Ramadan? C'était aussi un autre défi. C'est un choix très difficile à prendre, bien sûr, en concertation avec la chaîne et le producteur. On s'est tous mis d'accord et je remercie la directrice de la chaîne qui était courageuse. Mais j'ai envie de dire que je pense qu'il faut à un moment donné rendre à César ce qui lui appartient. C'est-à-dire que toutes les productions sont financées par les annonceurs et la chaîne. Donc que ce soit la télévision nationale ou les chaînes privées. Il est fort dommage que ces productions se retrouvent dans une plateforme universelle que tout le monde peut faire sa vidéo et l'envoyer sur YouTube. D'ailleurs, le grand gagnant, c'est YouTube. Il gagne des milliards et il verse des clopinettes à ceux aux chaînes ou à ceux qui ont des vues, etc. Et donc, ça modifie complètement le paysage. Imaginez, la chaîne fait un programme, elle produit une série aussi ambitieuse que Fatma ou autre. Après, ça repart sur YouTube. YouTube qui récupère toutes les vues et qui verse de l'argent aux ayants droit, même à la chaîne. Mais la chaîne est perdante parce que quand la chaîne veut savoir qui a vu son programme, c'est à travers YouTube. Et YouTube n'est pas représentatif de la chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est malheureux. Je me dis qu'à un moment donné,
quand on regarde ce qui se passe dans les télévisions respectables un peu partout dans le monde, les programmes comme Fatma ou d'autres séries télé ne partent jamais sur YouTube. Elles sont sur les plateformes dédiées et directes, soit des plateformes connues comme Netflix, comme Amazon Prime ou Shahid, etc., ou alors des plateformes de la chaîne. Chaque chaîne a sa propre plateforme. Ça a créé une sorte ça a bousculé un petit peu l'audience. Polémique, oui. Oui, ça a créé une polémique, mais c'est tant mieux. Moi, je pense qu'il y aura eu un avant Fatma et un après Fatma, et ça va donner d'autres. D'ailleurs, Samira a commencé, la chaîne a commencé par elle-même. Elle a créé sa chaîne Samira Plus, sa plateforme, et j'en suis heureux. Et pour le moment, c'est pas à 100% efficace, mais les épisodes sont là. Vous pouvez aller cliquer sur Internet, sur Google, Samira Plus, et vous mettez votre mot de passe et votre adresse mail, et vous avez tout le panel des programmes de Samira, y compris Fatma. Et je pense que c'est la meilleure solution et c'est l'avenir. De toute façon, j'ai tendance à dire, et malheureusement, que l'avenir de la télévision, je pense, à mon avis, il est limité. Là, on est en train de vivre les dernières années de la télévision, vraiment, proprement dite. L'ère, c'est les plateformes. Donc, les plateformes ne réunissent pas les familles. Oui, mais malheureusement, c'est l'ère des réseaux. D'ailleurs, mon combat dans cette série, c'est d'essayer de réunir la famille autour d'un écran, ne serait-ce que le mois de Ramadan après l'Iftar. C'était un pari réussi. Oui, il n'était pas réussi au début, c'était pas évident. Les gens n'ont pas le temps, mais la qualité de la série a fait justement que le pari... Il n'y a pas que la qualité de la série, il y a aussi la qualité en termes de contenu. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que pour fédérer la famille algérienne, qui est très diversifiée dans sa culture, l'Algérie est un grand pays, donc il faut prendre en considération nos traditions, nos coutumes, notre religion et ce qu'on peut proposer aux téléspectateurs comme histoire, pas que l'histoire de la colonisation, même l'histoire sociale, parce que dans Fatma, il y a aussi le social, il y a aussi un drama social, une histoire, Mokhtar, qui veut se marier avec Fatma, elle veut pas, etc. Donc, tout ce scénario doit être disponible à la famille sans aucun complexe. Le seul moment de flâner, on est excusés, les producteurs. Toute l'année, on nous dit, le public algérien, on a fait ce que vous voulez, mais je vous comme je garde. Mais Ramadan, s'il vous plaît, faites-nous quelque chose qu'on puisse voir en famille. Et c'est ce que j'essaie de proposer à mon public. On va continuer le débat, Monsieur Jafar Gassem, juste après une petite pause. Bonsoir à tous et bienvenue sur Al24 News pour cette dernière partie de Ramadan Prime. Avec nous ce soir, Monsieur Jafar Gassem. Alors, juste avant la pause, nous parlions de Fatma, de la série Fatma et de sa non-disponibilité sur les plateformes. Donc, vous nous avez un peu expliqué vos objectifs. Ramiz Mouchi, vous vouliez rebondir sur le sujet par rapport justement aux plateformes. Totalement. Alors, M. Gassem avait dit un truc très intéressant, qu'il y avait un avant Fatma et un après Fatma. Effectivement, ça a permis de lancer le débat, qui autrefois, on ne le voyait pas, parce que c'était évident de regarder des séries comme ça sur YouTube. Ce n'est pas normal, partout dans le monde. Il y a des séries qui sont disponibles dans des plateformes, qui sont ou bien propriété des chaînes ou des producteurs, ou qui sont comme Netflix, Amazon Prime, etc. Et que les voir sur YouTube est quand même une sorte de normalisation d'un contenu totalement différent, bien fait. C'est pas quelque chose qui peut être présente comme ça sur YouTube, surtout que justement YouTube en tire des bénéfices et que même si les chaînes touchent un peu d'argent, mais ce n'est pas assez, et ce n'est pas assez pour justement sacrifier l'œuvre et la laisser comme ça
sur YouTube. L'idéal, c'est justement de développer des plateformes qui seront, par exemple, par des chaînes, comme a fait Samira TV avec Samira Plus. Et j'espère que de plus en plus d'Algériens pourront s'intéresser à cela. Et je pense qu'avec des séries comme Fatma, ça va donner envie de faire ça. C'est comme ça que Netflix avait commencé, c'est comme ça que Disney Plus avait commencé. C'est en mettant du contenu de très bonne qualité que tout le monde veut voir sur ces plateformes-là. Les laisser au début peut-être gratuitement ou avec des coûts plutôt réduits, et pour faire habituer les gens à ce genre de consommation de ce genre de contenu. Et là maintenant on voit des centaines de millions de personnes qui sont abonnées chez Netflix, qui sont abonnées chez Disney+, Amazon Prime et compagnie, notamment aussi dans la région du MENA, du Moyen-Orient avec Shahid qui compte plus d'abonnés que Netflix dans la région. Donc c'est quand même... Ça commence à se démocratiser. Totalement. Et les gens sont, je vais faire un anglicisme, drivés ou poussés par les contenus qui sont présents, qui sont de très bonne qualité et qui changent les habitudes petit à petit des individus. Et je pense qu'en Algérie, on n'est pas très différent. On va vivre à la même chose et on va évoluer de la même manière. Et je pense que dans quelques années, 5, 6, 7 ans, on va tous consommer du contenu de cette manière-là. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le consommer à la télévision. Si vous avez des Smart TV, vous pouvez avoir des applications, YouTube, Spotify ou d'autres, Netflix, etc. pour voir justement vos séries préférées en famille, autour du ftour, et pas besoin nécessairement de les voir au téléphone ou de les voir sur PC, sauf si vous n'avez pas de télévision comme certains. Et J'ai une télé. Mais monsieur Jafar Gassim, est-ce que vos prochaines productions seront également exclusivement diffusées sur la télévision, à la télévision et non pas sur les plateformes? Ou c'est juste Fatma? Non, pas sur YouTube, mais sur les plateformes. Non. Je n'ai pas compris. Sur YouTube. Est-ce que vos prochaines productions, est-ce que vous allez passer par la même stratégie, c'est-à-dire que c'est seulement à la télévision et les plateformes exclusives à la chaîne, ou bien d'autres... En fait, ça ne dépend pas que de moi, c'est-à-dire Fatma a été un travail collégial avec le producteur et la chaîne. On s'est tous mis d'accord et on était tous d'accord sur la stratégie à adopter. Mais Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, si on fait d'autres productions, moi je pense qu'il va falloir continuer sur la même logique et ne pas abandonner, parce que c'est quand même prendre son bâton de pèlerin et se battre pour défendre ce qui reste de la télévision et peut-être de la plateforme, mais la plateforme dédiée et non pas la plateforme aléatoire comme YouTube, que j'estime qu'il est temps de pas, je suis pas contre YouTube, mais je pense que c'est bien pour les petits reportages, pour la communication, pour communiquer sur le produit, etc. Mais pas sur une production. Toutes les chaînes du monde ne mettent pas leurs produits. C'est du gâchis, c'est beaucoup d'argent de jeter comme ça des millions de dinars sur une grosse production qu'on met sur YouTube. Et YouTube génère de l'argent et après il verse rien du tout aux ayants droit. Je trouve ça pas possible. Juste pas possible. Oui, Hadjar. Il gagne beaucoup même en injectant de différentes pubs, donc avant, pendant et après. Oui. Et le producteur face à ça et la chaîne diffuse. Hadjar, et le problème de YouTube maintenant, les agences médias, c'est-à-dire les agences qui font de l'audiométrie, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de l'audience, qui font des calculs d'audience, et voilà. Et ils se basent sur YouTube. C'est très facile pour eux que sur la télé, pour des tests d'échantillonnage, comme on faisait Bekri Flux TV, etc. La médiamétrie. Ça reste pas crédible du tout. Pas crédible parce que c'est... vu à partir de 3 minutes, le visionnage est considéré comme acquis, alors que c'est pas vrai. Donc du coup, il y a beaucoup de triches et c'est pas évident. C'est pas représentatif. C'est pas représentatif. Et je suis content que la RAF s'est manifestée il n'y a pas longtemps. Et puis quand on sait qu'il y a aussi cet achat de nombre de vues, donc c'est vraiment du commerce. C'est du commerce qui influence, en fait, les agences au profit des annonceurs et qui influence les chaînes. Et après, c'est injuste envers certaines productions. Parce que j'ai envie de dire que, attention, il y a des productions qui doivent être soutenues. Kima Fatma, par exemple, en dehors du volet commercial, il y a aussi le volet éthique, le volet, on va dire, pas historique, mais national. C'est-à-dire, je pense qu'il faut défendre des projets pareils. Il n'y a pas que Fatma, il faut faire plein. Aujourd'hui, il n'y a pas que le cinéma qui est dédié à l'histoire de notre révolution ou à notre histoire.
il y a aussi la télévision. Elle a le droit et le devoir de produire des séries. Moi, j'ai envie d'aller jusqu'à l'indépendance à travers Fatma, faire une saga. Mais je ne suffis pas. Il faut des réalisateurs et des producteurs qui écrivent des séries comme ça pour montrer à notre génération. On n'est pas obligé de faire du drama uniquement du drame actuel, etc. On peut le faire. Il y a du travail pour tout le monde. Mais une partie de notre histoire a le droit d'être vue et vécue. À défaut que nos familles, c'est-à-dire il n'y a pas encore un cinéma présent, il n'y a pas beaucoup de cinéma en Algérie, donc il n'y a pas beaucoup de films cinéma, donc essayons de faire du cinéma à la télévision pour le téléspectateur, pour lui montrer une partie de notre histoire. Je trouve que c'est essentiel. C'est ça notre héritage aussi cinématographique. Le cinéma est longtemps passé. Je me rappelle, moi, petite, les films algériens, on les voyait à l'UNTV pendant les vacances. Ça a toujours été comme ça qu'on a communiqué le cinéma à la télévision. Je vais revenir à Fatma et ce que vous dites sur le patrimoine. Je pense qu'on est arrivé... on connaît notre histoire, bien évidemment. On connaît l'histoire de notre indépendance. Je pense que moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense que même les jeunes générations, ça fait partie de l'apprentissage. La mémoire est quelque chose qui fait partie de notre histoire et un travail qu'on fait très bien. Ce qui me touche particulièrement avec Fatma, c'est qu'on raconte différemment. Oui. Là, on met l'image. Durant très longtemps, nous, on a eu une vision très carrée de l'histoire telle qu'elle est. Mais aujourd'hui, il y a... À travers les livres. À travers les livres, c'est pédagogique, c'est institutionnel, c'est scientifique. On a cette vision de l'histoire. C'est comme si c'était quelque chose de sacré. Oui, l'histoire, elle est sacrée. Mais là où Fatma est très intéressante, où elle me touche, il y a un dicton en Afrique qui dit que la mémoire et l'histoire ne sont pas dans un musée, ne sont pas que dans le musée. Elles peuvent aussi vivre et grandir dans la tête, dans l'esprit des gens. Et c'est là où c'est beau, Fatma. Parce qu'on a affaire à une histoire qui est la nôtre, mais on la regarde, on arrive à mettre des images sur cette histoire, pas des images qu'on a dans les livres, elles sont en couleur, les images. Oui, donc on nourrit l'imaginaire autour de notre histoire. Exactement. On nourrit un sentiment de présence, un sentiment d'appartenance. Parce que quand on parle de cette époque, ça a été, vous l'avez dit, l'histoire occidentale, elle a été basée sur ça. Ils ont réussi à créer une espèce d'appartenance collective, générationnelle, à travers les peuples, à travers l'ensemble de leur histoire. Et là aujourd'hui, nous, c'est une nouvelle étape dans notre apprentissage de la mémoire, dans notre apprentissage de la transmission. On est en train de mettre des images sur non seulement des séquelles, parce que la colonisation, nous aussi, on a les séquelles. On est tous, chacun d'entre nous ici, peut-être pas un ami, nos parents sont nés indigènes. Donc on porte cette douleur de la colonisation. On est les premiers citoyens, dans nos familles, pour la plupart d'entre nous, on est les premiers individus à être nés citoyens dans un pays libre et indépendant, à avoir une carte nationale et être reconnu. Donc le fait d'avoir un support avec des images est une nouvelle façon de réapprendre l'histoire et de encore plus nous la réapproprier. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et particulièrement touchant dans Fatma, que je n'ai pas encore fini de regarder. Moi, j'ai envie juste de finir ce que vous venez de dire, qui est très intéressant. C'est que Fatma est venue après quand même 52 ans d'absence de production à télé dans ce genre. De reconstitution. Oui, après Mustafa Bader. Le drama historique. Harik, Dars Betar, les romans adaptés de Mohamed Dib. Donc, il y a eu quand même une traversée du désert. C'est vrai que dans la littérature, il y a eu un travail d'écrit. Il y a eu un travail. Et d'ailleurs, pour moi, c'est Mustafa Bader, c'est un grand monsieur qui m'a inspiré. Donc, pourquoi ne pas revenir sur ça ? C'est pour ça, c'est l'idée d'avoir fait Fatma. Et c'est aussi, encore une fois, je reviens toujours sur cette magie de la fiction qui nous permet de raconter une histoire sans aucun complexe de notre histoire, aussi bien douloureuse que héroïque, ou tout ce qu'on veut. On peut raconter Fatma al-Ma'akra comme d'une légende, comme on peut raconter Fatma al-Soumer, une vérité historique, etc. Donc on peut voir... C'était ma vision de Fatma, c'était ma vision des choses. Après, on peut avoir plusieurs visions des choses. Aujourd'hui, je suis content d'avoir des retours des gens, pas des téléspectateurs, des gens des musées, ou bien des gens de la Casbah, ou là, des gens de Constantine, me disant qu'il y a un engouement à vouloir visiter les lieux. Et c'est aussi le but. Regardez les séries turques
Harim Sultan, c'est à partir de là qu'on a comme Nour et Mohamed, La Turquie a construit son qu'on a soft power envie à d'aller partir de voir là. les musées de Taham. Donc il faut aussi réfléchir dans ce sens que aussi ça peut être aussi un engouement touristique. C'est très très important de focuser sur ça, sur la façon, sur nos habits, sur les costumes, sur plutôt les décors, l'architecture. Et donc ça peut donner une envie d'aller voir ces lieux où ont été tournées les scènes de Fatma. Alors nous allons rester, mesdames. Allez-y, allez-y. Tout à l'heure, donc par rapport à ces détails sur les coutumes algériennes et les petites traditions comme la sortie de la mariée sur le bras de son père, tahd jinah son père, comme on en a parlé, les gâteaux traditionnels, le karakou, le ghlila, donc le couscous avec ses qualités, donc tout ça a vraiment touché les Algériens. Ils se sont identifiés à travers la série, donc je pense sur le territoire national, et je pense que ça reste quand même des détails super importants à véhiculer encore et encore pour ne pas oublier toutes ces belles traditions, et c'est ce qui a encore accroché plus aujourd'hui. Donc même dans le détail, et même aussi inclure cette histoire d'amour au milieu de la guerre. Oui. Donc c'était vraiment un détail. Belle histoire entre Ali et Fatma. Oui, et puis d'autres valeurs humaines comme le respect, la fille de la maman, le mari à sa femme, les ouaïd de ramener cette petite assiette avec un peu de bghrir ou de makrot vers l'autre voisine. Donc c'est vraiment des touches ça existe dans notre société, mais c'est le fait de les voir à la télé, de se dire, de les retranscrire à l'image et de se dire qu'on a un héritage qui remonte à aussi, parce que tout ça, le fait que la mariée elle passe sous l'épaule de son père, la charité, c'est des choses qu'on vit dans la vie du quotidien. On n'est pas dans une société où on n'a pas ce rapport qualitatif de l'humain, ces valeurs de l'humain. Alhamdoulilah, on est encore dans une société où les valeurs humaines sont sacralisées, sont conservées et font partie de notre héritage. Mais le fait aujourd'hui de se dire que finalement ces valeurs humaines sont tellement sacrées, tellement belles qu'on peut en faire du cinéma, rajoute quelque chose d'extraordinaire à notre patrimoine, et on a la chance d'avoir un patrimoine qui est 3 fois millénaire. Donc pourquoi ne pas en puiser? On a cette chance, il est à nous. Donc autant en profiter et créer. Et de faire nos films. Makassi, nous allons continuer dans ce sillage. Donc nous allons un peu voyager au cœur de la culture algérienne. On va nous se diriger vers l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh, où se déroule le spectacle Hadra Diwan, autre tradition ancestrale et touche de modernité. Cette soirée célèbre la richesse du patrimoine musical du pays. C'est un sujet signé Fellah Leili. Hier soir, à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh, le spectacle Hadra Diwan a enchanté le public à l'occasion de la 27e nuit du Ramadan. Porté par Reda Boudber, cet événement a offert une plongée unique dans la richesse des musiques traditionnelles et spirituelles algériennes. C'est la clôture d'une tournée qui a été sur quand même 30 jours. On est un peu fatigué, mais on est super satisfait parce qu'on a réalisé un spectacle où on a fait quand même salle comble. La Marna, elle était 3/4 remplie, et surtout il y avait une très très bonne ambiance. Et d'un point de vue technique, alhamdoulilah, on n'a pas eu de quoi que ce soit. Les spectateurs ont été emportés par la magie des mélodies, Melouf, le Fqairat, l'Issawa et d'autres styles traditionnels dans une ambiance à la fois festive et spirituelle. L'ambiance était chaleureuse et surtout le monsieur qui chantait, il a tenu, n'est-ce pas, l'estrade pendant plusieurs heures avec une voix de ténor. C'était extraordinaire. Ce qui était beau à regarder aujourd'hui sur la scène de l'opéra, c'était la présence de tous ces artistes qui étaient présents avec lui, notamment l'orchestre composé d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de personnes. Et ça, c'était magnifique. Et de voir le public interagir avec les artistes. Et voilà, un moment, à la dernière chanson, où là, j'ai eu la chair de poule. Donc, c'était vraiment magnifique. Là, vraiment, ce groupe-là, c'était juste incroyable. La voix était sublime, on a pu danser, on a pu vibrer avec les sons des bendir, et c'était super. Pour finir ce mois de Ramadan, c'était vraiment magique.
À cette soirée finale, le programme des soirées ramadanesques organisées par l'Opéra d'Alger s'achève, laissant aux spectateurs des souvenirs riches en musique et en émotions. Voilà, c'est un sujet signé Fellah Laili. Monsieur Gassim, je voudrais vous poser une petite question. La semaine dernière, nous avons reçu le réalisateur Hadj Ali Mennet qui a notamment travaillé avec vous sur le projet Fatma, mais pas que, même sur Ashur al-Ashr. Parlez-nous brièvement sur cette collaboration. Comment s'est passé justement le travail? Est-ce que c'était en binôme, vous vous êtes partagé les séquences, sachant que Hadj Ali est plutôt plus sur les séquences plutôt action, voilà. Non, mais même il a eu des séquences de mise en scène. C'est un ami, c'est un réalisateur. D'ailleurs, il a réalisé une autre série sur une autre chaîne, voilà. Et je suis content pour lui. Et Hadj Ali, parce que au fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais qu'aujourd'hui, il faut être plusieurs réalisateurs pour faire une série pareille. D'ailleurs, dans les séries de Netflix, une série qui m'a Fatma, elle est déjà sur au moins 2-3 saisons, de 8 épisodes. Et quand vous voyez des grandes séries connues qui m'a Viking ou là, qui m'a Breaking ou la Game of Thrones, il y a plusieurs réalisateurs pour le même thème, même scénario. C'est plusieurs réalisateurs qui passent, qui tournent 2-3 épisodes ou Ijuzo. Donc Jafar Gassem ne se suffit pas. Et même sur Fatma, j'avais pas autant de force et d'énergie de pouvoir tourner encore 4 mois et demi. Dans les 4 mois et demi, il y avait Hadj Ali Mennet qui était le réalisateur exécutif. C'est-à-dire, comme je suis co-auteur de la série, c'est-à-dire c'est aussi mon scénario, donc je connais très très bien ce que j'ai envie de faire. Je sais ce que j'ai envie de faire dans mes scènes. Ce n'est pas le cas de Hadj Ali qui est réalisateur. Donc il a lu le scénario, on s'est mis d'accord sur un partage de séquences. Et il a, sur les 4 mois et demi, il en a eu pour un mois et demi, je pense, et il a tourné des séquences pendant que moi je tournais d'autres séquences. Donc beaucoup de séquences d'action et encore des séquences de mise en scène, et ça m'a beaucoup aidé. Bon, c'est vrai qu'on se changeait souvent les informations, il battait des plans, est-ce que c'est ce que tu veux, etc. Ça reste une vision du réalisateur et tout ça, mais je pense que la collaboration a été intéressante. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir dans le générique ou là, dans la production, dans une production aussi intense, un réalisateur exécutif ou là un co-réalisateur. Et peut-être une saison 2 pour Fatma. Inch'Allah, maintenant que j'ai tué la plupart des gens. Vous les avez tous tués. Mais il reste Omar et la relève et la fameuse scène finale qui veut... Fatma est réellement morte ou il y a peut-être... j'ai pas envie de vous dire. Attention. C'est déjà une réponse. C'est déjà une réponse. Non, mais elle a su qu'il fait... non, justement, je peux pas on vous a parlé dire. de la fin de la série et je voulais vraiment revenir, moi, sur tous les symboles qu'on avait vus sur le dernier épisode, donc très très riche en symboles, donc notamment Ali Ammar qui symbolise clin d'œil, Ali Lapointe et le petit Omar. Voilà, pour son vrai nom, donc Ali Ammar. Et puis la relève de ce jeune petit Omar, aussi clin d'œil à Omar, et même comme icône, le couffin, donc ce plan la serré bataille de l'arme. d'Alger. Tout à fait, la bataille d'Alger. Donc... La révolution du couffin, c'est-à-dire c'est une nouvelle génération qui reprend le flambeau. C'était ça, Omar. Tout à fait. Et même la façon dont il est tombé en martyr Ali, donc presque, on a tous fait allusion à Ali Moutouakaf. Donc, je pense que tout ça Ali, c'est le héros, c'est le héros, c'est l'homme qu'on aime, qu'on a envie d'aimer quand on est une femme. Donc c'est une belle histoire d'amour entre lui, un amour impossible entre lui et Fatma. C'est 2 directions différentes et ils se retrouvent à la fin. Et malgré, quand ils se retrouvent, ils meurent tous les 2, shuhada, mais pour la bonne cause. C'est ça que je voulais mettre. C'était le message est très bien passé. D'ailleurs, je voulais pas qu'il meure à un épisode. Dans une version d'avant, c'était il meurt avant, non, je voulais qu'il meure juste après. Pour que Naski Zafou renforcer ce sacrifice aussi, pour le pays, pour... Voilà, et après, tout de suite, il fallait une note positive, parce que de toute façon, sans ça, il n'y aurait pas eu d'indépendance. La note positive, c'est
c'est la jeune génération qui reprend le flambeau de la révolution à travers Omar. Même, pardon, Imen, allez-y, juste rapidement pour pousser encore le côté visuel, l'aspect visuel de la série. On a vu que Jafar a eu recours au VFX bien sûr, donc la 3D, peut-être aussi l'intelligence d'IA, oui, pour l'extension des décors, pour renforcer aussi la colorimétrie. Tout ça, oui, justement, à défaut d'avoir un studio de cinéma pour notre pays, s'il vous plaît. Ouais. À défaut d'avoir des studios de cinéma, on a travaillé, on a quand même construit notre petit studio, mais il fallait le faire grandir. Donc, il y avait heureusement une équipe algérienne à 100% dans tous les domaines, que ce soit dans la lumière, dans le cadre, dans la technique, dans le son. Et c'est aussi une bonne chose d'ailleurs de dire. Et donc les VFX, les effets spéciaux, les gars, ils ont travaillé très dur pour reconstituer la Casbah et aussi, bien sûr, avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Mais il faut dire qu'il faut faire très attention parce que tout le monde dit « ouais, l'IA », mais c'est l'IA, si on l'adopte comme esclave, c'est-à-dire on l'utilise comme outil de travail, oui, mais il ne faut pas qu'on soit dépendant de toute une séquence d'intelligence artificielle. De toute façon, on peut pas. Pardon ? On ne pas biaiser le rendu. C'est-à-dire si on utilise trop l'IA, ça ne fera pas. Oui, non, c'était une combinaison. Les plans VFX étaient combinés entre la 3D et l'intelligence artificielle. Pour l'extension et tout. Et de toute façon, les décors perdus, il fallait quand même les retravailler. On les a retravaillés. On a vraiment retravaillé les décors, les douérats. Et on a construit, j'invite mes amis, je vous invite à venir visiter le décor Tal Qasbah qu'on a construit à 100% avec Feria Lissakham. Bien sûr, je remercie la direction artistique de Myriam Ftahi qui a aussi géré toute la partie artistique. Voilà. Et toute l'équipe d'ailleurs. Avec une très très belle image. Oui, Ahmed Talantikit. Elle est extraordinaire. Et aussi Amin Bouguerra, on va le dire. Amin Bouguerra et aussi Issam, parce qu'il y avait le chef DOP, c'était Ahmed Talantikit, et il y avait deux autres DOP qui se relayaient pour l'équipe B, Hadj Mennad, parce qu'il fallait d'autres DOP que je remercie d'ailleurs, parce que pour faire une même image, c'est pas évident. Monsieur Jafar Gassem, peut-être un projet de film? Là, on en a plein. J'attends qu'on m'appelle pour un projet de film. On en a des projets de films historiques, des projets de films actuels, et j'espère. C'est tout ce qu'on souhaite en tant que réalisateur. Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Monsieur Jafar Gassem. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, chers chroniqueurs, d'avoir partagé avec nous cette belle histoire de Ramadan Prime. Merci. Cette deuxième saison, je le rappelle, de Ramadan Prime. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles à notre programme. Je vous dis Saha Aïdkoum avec un petit peu d'avance et bonne fin de soirée sur Al 24 News. Merci, Saha Aïdkoum.